est presque arrivé? Non. J'espère que t'as une bonne excuse. D'ailleurs, big up à Jack. Il te dit bonjour aussi. Yes. On le bouge pas parce qu'on sait pas si le micro va bouger aussi. Ça première règle qui tienne depuis tout à l'heure. C'est parti. Donc, alors maintenant, les news qui a changé, c'est que ce n'est plus que ma chronique, c'est la chronique de tout le monde. Et moi, c'est pas du tout des news. On relit, oui, mais c'est des news de ce qu'on a vu. SOS Fantôme, il est sorti il y a quelques années. D'accord. Ah oui, c'est celui avec les demoiselles. Ouais. Je vous mets en partage d'écran. Donc le premier film, alors c'est pas dans l'ordre de ce que j'ai vu, mais on s'en fiche. Non, c'est pas avec les demoiselles. Non, celui-là non. Ça c'est vraiment le dernier que j'ai vu. Tu lui as dit oui. Mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'écoute pas tout le temps. Cette journée. SOS Fantôme, l'héritage. En titre original, c'est Ghostbusters Afterlife. Il est sorti le 1er décembre 2021 en salle, il dure 2 heures. C'est un film d'aventure avec Carrie Coon, Finn Wolfhard et McCann Grass. Et j'adore Ghostbusters. Les 3 premiers, ça, il y en a eu 3 hein, ou 2. Les vieux 2. Deux. Les vieux 2, après il y a eu celui avec les demoiselles. Ouais, alors celui avec les filles, j'ai bien aimé. Surtout une scène où j'étais éclaté de rire. Il y avait ouais, la fameuse Melissa c'est McCarthy. ça. C'est le seul film que j'ai aimé où il était dedans. Mais Bah, du coup, tu la verras après. les 2 premiers sont cultes. Oui. C'est de la pop culture à mort. Ah, Le 3e, il est sympathique, rien à voir avec les 2 premiers. Hein. C'est un petit film sympa. Il y a une scène culte. c'est déjà bien. Celui-ci, le début est très très bien. On est, je sais plus, 20-25 ans plus tard. Bah, on est exactement à la même époque. Enfin, les premiers sont passés à l'époque où ils se sont passés, et là, ça se passe aujourd'hui. Donc, ton frère demande si ça se regarde sans avoir vu les autres. Oui, tu peux le voir sans avoir vu les autres. Non, les autres. Les autres, oui. Mais voilà, le début est super parce qu'il y a le vrai lien. Par exemple, la voiture, il la retrouve dans la grange. C'est les enfants, en fait. C'est une famille qui est expulsée de chez elle, et ils vont dans la maison du père de la mère. Et du grand-père. Ouais, dans la maison du grand-père qui vient de décéder. Et du coup, dans la maison, ils trouvent plein d'objets bizarres. Ils trouvent c'est une ambulance décorée à Ghostbusters. Alors, non, d'ailleurs, cette ambulance. La jeune fille, parce que la mère a 2 enfants, un grand garçon et une jeune fille. La jeune fille est fan de science, et du coup, elle trouve plein d'objets bizarres. Et en fait, on se rend compte après que le grand-père, c'était le scientifique le plus... Je sais pas comment il s'appelle dans leur Ghostbusters, mais c'était le plus scientifique des 4. Okay. Celui qui avait les cheveux sur la tête. Ça arrive. Et voilà, et le début est très bien. Et au fur et à mesure, ça baisse. Et voilà. Du coup, m'en suis tiré un film un peu fade au final, et loin d'être cultissime comme les 2 premiers. Voilà. Le fils, c'est Stranger Things, et la fille scientifique. Et là, c'est un mec qui fait des podcasts et qui les suit partout, et lui, il est très drôle. Et la scène qui m'a plus éclaté, c'est le clin d'œil au premier film où les bonhommes en chamallow qui se réveillent dans le supermarché. Regardez Manuel. Ah oui. Et ils se réveillent tous et ils attaquent le mec qui est devant, et c'est très drôle. Voilà, c'était la scène du film. C'est sur Netflix ? C'est sur Netflix, je crois. J'ai un doute, mais il me semble. Il me semble que je l'ai vu sur Netflix. Alors là, il n'y a pas que moi qui l'ai vu, c'est R sur Prime. Non, il est sur Prime. Oui, Ghostbusters est sur Prime, et R est sur Prime aussi.
Il vient de sortir, 12 mai 2023, il a été fait pour Amazon Prime, il dure 1h52. C'est un film de Ben Affleck, vous allez deviner avec qui il joue. Matt Damon, Viola Davis et Ben Affleck. Là, je ne suis pas seul à l'avoir vu. Et ça parle de Nike, qui était une petite société, enfin une moyenne société de sport qui était derrière Adidas et Converse. Et en fait, pour évoluer, ils signaient des partenariats avec des basketteurs pros. Ben Affleck, qui est le président du groupe, il dit vous me trouvez 3 joueurs moyens et on les signe, et puis voilà, ça va nous faire de la pub en NBA. Et Matt Damon, lui, il joue le spécialiste NBA. Il regarde tous les matchs et il regarde un match universitaire, une finale universitaire, et il se rend compte qu'un joueur en particulier sort son épingle du jeu. Sauf que personne n'y croit. Enfin, tout le monde sait que c'est un bon joueur. On parle de Michael Jordan. Et tout le monde sait que c'est un bon joueur, sauf que lui, il se rend compte que dans la finale, à la dernière seconde du jeu, la star de l'équipe reçoit pas le ballon, mais c'est Michael Jordan. Et il dit, quand on connaît le coach avec qui il jouait, c'est pas normal. Ce mec-là, il faut miser dessus. Et le problème, c'est qu'il était trop cher déjà, parce qu'il était drafté en numéro 1, et du coup, il pouvait pas se payer 3 joueurs. Il pouvait pas se payer 3 joueurs avec Michael Jordan dedans. Donc, Matt Damon, il dit, il nous faut Michael Jordan. On prend que lui, on s'en fout, on prend que lui. Et personne voulait. Oui, ils avaient pas beaucoup d'argent. Hein. Nike, c'est Nike. Ils étaient loin derrière les deux autres. Hein. C'était. C'était le moment où ils n'avaient pas du tout personne. Ils vendaient en gros, je sais plus, 3 millions de. 3 ou 6 millions de baskets par an. Et encore, c'était que des baskets de course. Ouais. Des baskets ou des paires de baskets? Des paires de baskets. Non, ils vendaient la basket. Oui, ils vendaient pour 3 millions, tu vois. Ils vendaient pour 3 millions de baskets. Ah oui, c'est encore plus. Ouais. Et du coup, ils n'avaient pas les reins assez solides pour Adidas. Parce que Adidas, évidemment, ils allaient se positionner sur Michael Jordan. Et voilà. Et donc, ils se sont positionnés. Il y a Adidas et Converse. Oui. Et eux, ils étaient derrière. Mais en plus, ils n'avaient pas les moyens de s'aligner, quoi. Donc, le tout, il a dit à Ben Affleck dit à Matt Damon, vas-y. Débrouille-toi, essaye, mais moi j'y crois pas. Et voilà, Ben Affleck dans toute sa splendeur. Il a souvent aussi les pieds sur la table, sur le bureau. Je trouve que ça lui donne un vrai charisme, le fait d'être comme ça. Enfin, je sais pas, moi je trouve que Puis j'ai adoré aussi au bout d'un moment donc, il fait beaucoup de courses en fait, Ben Affleck, dans ce film. Et dans les années 80, je te laisse imaginer comment c'est, donc le short, les survêtements très courts, très moule vite, très tout ça. Ça lui va comme un gant, franchement, il est vraiment très bien gaulé. Hein. Mais ouais, non, franchement. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est essayer de deviner qui n'a pas vu ce film ici. Et en fait, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. pour finir, en fait, le gros du film, enfin le cœur du film, vraiment le précieux, quoi, c'est ça. Cette scène, elle représente tout. C'est Matt Damon qui doit négocier avec la mère de Michael Jordan. Et tout est là-dessus. Et c'est ce qui, à partir du moment où la mère de Michael Jordan rentre dans le film, ça devient un banger et c'est une tuerie. C'est là où en fait le film prend un autre sens. Et que tu comprends en fait que grâce à sa mère, enfin que c'est sa mère en fait qui techniquement est un peu son agent au tout début. Et je pense que c'est ce qu'on disait avec ma voix de poissonnière, je pense qu'on m'entendait de là-bas. Je dirais juste, je le recommande chaudement. Ouais, c'est franchement. le film à voir Et je pense que même si t'aimes pas le basket, et même si t'es pas forcément fan, du coup toi t'es pas fan de basket, t'es pas forcément fan de paires de basket ni quoi que ce soit, et je pense que... Parce que vous êtes fan de paires de basket ? J'aime beaucoup les paires de basket. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, moi j'adore Michael Jordan, mais si t'aimes pas, le film il est bon, c'est tout. Oui, mais tu vois par exemple Michael Jordan, tu le vois pas du tout dans le film, ou tu le vois que de dos, tu ne Ouais. vois jamais son visage. Tu vois ça fait comme Hotel Woodstock où ça parle de Woodstock tout le long, mais on voit pas un seul moment du festival. C'est ça. Là du coup tu le vois que de dos. En fait tu vois principalement ses parents, sa mère, son père, c'est ceux où tu les verras de face. Lui tu le verras jamais. Donc, mais non, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon film, j'ai accroché direct.
J'ai rien à dire de plus que toi. Enfin, c'est franchement, j'ai pas envie de trop parler parce que sinon je sais que je vais spoiler. Et Juste à la fin, il y a les chiffres avant avoir signé Michael Jordan et les chiffres après avoir signé Michael Jordan. C'est pas. Chacun, de toute façon, ils ont encore une collab avec Michael Jordan toujours maintenant. Alors, on va juste vous dire, ils ont racheté Converse en fait. Moulpit. Dès que ça parle de beat, lui évidemment. Pourquoi t'as censuré sinon, le... ça serait mis un micro pour chacun des petits pardon. Oui, Oui, on y pense. Donc donner à la cagnotte... Non, on n'a pas fait. Ensuite, j'ai regardé Megan, un film qui est sorti le 28 décembre ça 2020, peut-être. 28 décembre 2022 en salle, il dure 1h42. C'est un film épouvante horreur, thriller. C'est plus un thriller, il n'y a rien d'épouvante. La fille fait penser un peu à Annabelle. Oui, bah c'est un peu. Oh non, ça. Non, c'est. Mais oui, t'as le frisson du truc que tu arrives pas à cerner. Tu vois. J'ai jamais vu Annabelle en fait. D'accord. J'ai juste vu, vu que j'aime pas les films d'horreur, j'ai juste vu l'affiche et l'affiche me fait penser à ça. Si tu dois vraiment regarder un, regarde le premier Conjuring, pas Oui, les Conjuring sont super. le premier en plus. Non, mais Chucky, je me suis arrêtée à là, c'est bien. Et donc Megan, c'est la. Alors, vous voyez la petite fille à gauche de l'écran. Elle perd ses parents dans un accident de la route. Le film commence comme ça. Et du coup, elle est récupérée par sa tante. Et la tante travaille dans un magasin de jouets. Enfin, un magasin. Elle est ingénieure. Elle invente des jouets. Et elle bosse en sous-marin sur un droïde doté d'une intelligence artificielle surdéveloppée, Megan. Dit comme ça. Et du coup, elle se récupère une gamine, elle n'était pas du tout prête à avoir un enfant, elle vit toute seule, sa vie c'est son boulot, et comme elle a ce droïde-là, elle essaye de le développer parce que c'est censé être un jouet, donc elle se dit je vais essayer sur les enfants, sur ma nièce, voir si ça colle ou pas, et il se trouve que c'est une tuerie, enfin le robot il est fou quoi, il comprend le gamin, il l'aide mieux qu'un parent pourrait le faire, quoi, parce qu'il a toujours le mot juste, il sait s'adapter en un rien de temps, il n'a qu'une pensée, c'est la rendre heureuse, que rien ne lui arrive, donc c'est une tuerie. Le robot, c'est une tuerie. Quand elle présente le robot à son patron, il savait pas qu'elle travaillait sur un robot, il dit mais on va être milliardaire, quoi, enfin, c'est une tuerie, quoi. Et donc lui il déclenche tout, ça y est, sauf que il y avait zéro test de fait, tu vois. Juste sur la gamine, mais pendant 15 jours, tu vois. Et il y avait rien de fait. Et sauf que évidemment ça part en couille. Parce que... Et en fait tout se passe bien. Ouais, c'est ça. L'intelligence artificielle est tellement développée qu'elle se reprogramme toute seule en fait. Et elle, on lui a dit ta priorité c'est que l'enfant soit bien. Et donc pour le robot c'est qu'il doit rien lui arriver. Et ça va au-delà de sa sécurité qu'on lui a implantée à elle, qui, elle est chantée, puisque elle, c'est pas elle la priorité, c'est la gamine qu'elle doit s'occuper, ou l'enfant qu'elle doit s'occuper, parce qu'en fait, il se lie, en fait. Le robot met la main là, et en fait, ça lie l'enfant, et c'est ta target, quoi. Et du coup, il doit rien lui arriver. Ouais, c'est le de la robotique. Ouais, en fait, c'est ça, exactement. Et c'est super bien fait. J'ai commencé ce film-là, je pensais que ça allait me plaire, mais sans plus, tu vois. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Le film est super bien fait. Il y a ton fille, apparemment, quand elle danse, elle fait peur. Oui. Et quand elle se balade avec un... non, c'est pas... Personne l'a vu. Ma fille, mais elle est pas là. Voilà, ça fait un peu psychomane. La gamine derrière. Ça, c'est la tante. Et voilà. Quand ça part en couille, ça part en couille. Quand tu la vois te balader avec un sabre, tu dis ouh. Ah, c'est un sabre. Oui. Je me suis fait un petit kiff, j'ai regardé Stand By Me, un film qui est sorti le 25 février 1987 en salle, il dure 1h25, c'est pas très long. C'est un super film avec la BO... J'ai son fils qui fait, mais elle a l'air super gentille. Elle donne envie, hein. Imagine, tu te réveilles la nuit, parce que de la nuit, elle dort sur le banc qu'on voit là. Hein. Oh, Elle se recharge, c'est sa base de recharge en fait. Donc tous les matins, tu travailles avec le truc qui te regarde. C'est avec, vous avez les noms, Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland, qui était tout jeune. Oui. Et là, c'est l'acteur des Goonies, on le voit mieux après. C'est Bagou. Là. Oui.
Et d'ailleurs, lui, on l'a revu dans plein de choses. Et lui, on l'a vu aussi, il a joué dans autre chose, c'est sûr. Mais je sais pas quoi. Vous cherchez, hein? Ça va vous occuper pendant le mois. Vous voyez, nous, ce qu'on aime, c'est aller dans le détail. Hein. C'est ça. J'ai pas le temps. C'est une tuerie, ce film. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, parce que c'est un vieux film. Non, mais c'est juste que je me rends compte que depuis le début qu'on fait cette émission, je ne dis pas que les gens ont joué dans d'autres choses et je m'en veux terriblement. D'accord. Non, j'ai jamais vu ce film. Je vous le conseille. Tu l'as pas vu non plus? Et il y a la musique Stand By Me. Forcément. Et Sur une plateforme? d'où je l'ai vu? Oui, il doit être sur Netflix. Attends, je regarde. Ou sur Amazon, j'étais beaucoup sur D'ailleurs, le Amazon. film d'avant, c'était Amazon. Non, je l'ai loué. Tu l'as vu. C'est dommage. Du coup, l'histoire, c'est ces 4 jeunes gens qui apprennent que un gamin est mort dans la forêt, dans le comté d'à côté. Et ils se disent, c'est l'été. Et c'est en plus leur dernier été ensemble. Ils vont pas dans la même école à la rentrée. Du coup, ils se disent, waouh, notre dernier trip, ce serait cool de voir un cadavre, quoi. Oui. Et de le découvrir et de dire aux autres, on a trouvé un cadavre. Comme ça, c'est eux les héros un peu de l'histoire. Et du coup, c'est leur délire. Donc, ils se barrent complètement à l'arrache parce qu'ils se rendent compte, ils ont marché 4 heures, ils se rendent compte qu'aucun a pris de la bouffe. C'est à 2 jours de marche. D'accord. Et bah, c'est un food trip. Ils suivent la ligne de chemin de fer jusqu'à la soi-disant forêt. Mais en fait, ils ont appris ça par le personnage de gauche. Il l'a entendu de son frère qui le disait à un copain. Et qui avait la même idée aussi. Mais eux, ils sont plus grands, ils ont 17-18 ans. Et donc, en fait, bah, les deux groupes ont la même idée. Bon, sauf que les plus vieux, ils ont une voiture et tout. Et ça, c'est la scène culte du film où ils passent un pont au-dessus d'une rivière, parce qu'ils suivent la voie de chemin de fer toute la route. Et au moment où ils sont au milieu du pont, bah, il y a le train qui arrive. Bien sûr. Évidemment. Tu le vois gros comme une maison hein, quand ils commencent, parce qu'ils mettent un quart d'heure au début du pont pour se dire on y va pas, c'est con, c'est dangereux. Il y a ton fils qui dit bah oui, tout à fait. On fait le tous tiens si je trouve un cadavre. Ce serait cool. Je crois qu'on arrive à la fin. Il doit me rester mon jeu. Oui. Ah bah c'était bien. Mon jeu du mois, c'est Railway Empire 2. On doit développer son chemin de fer. Alors il y a un mode campagne. Moi, j'ai pas joué en mode campagne. Il y a un mode bac à sable. Où tu peux faire tout ce que tu veux, mais t'as l'argent illimité, donc ça me plaisait pas non plus. Donc j'ai fait au milieu, c'est pas scénario, t'es libre en fait, je sais plus comment c'est peut-être scénario. En fait, tu choisis soit les États-Unis, soit l'Europe. Moi j'ai pris l'Europe, et t'as toute la carte de l'Europe, et tu dois développer ton chemin de fer dans l'Europe. Et je me suis dit, bah il était dans le Game Pass, alors je l'ai pas payé, donc je me suis dit, ouais, je vais le commencer, ça va être sympathique, j'aime bien les jeux de stratégie, de gestion. Mais je me dis, je vais jouer 2 heures, et puis généralement je bloque à cause des finances. Et là je commence, et je fais les mêmes merdes que d'habitude, je me bloque à cause des finances. Sauf que plutôt que d'abandonner, je me dis, je vais faire autrement, je vais basculer ma gestion, et j'ai fait autre chose, et j'ai commencé à gagner de l'argent, et bah, je me suis pris au jeu, et j'ai développé là mon chemin de fer, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que toute la France est reliée, parce que quand t'arrives, c'est début 1800, et bah y a rien. Et du coup, tu développes. Je suis parti de Caen et j'ai relié Paris, j'ai relié Rennes, et puis au fur et à mesure. Et puis bah, là maintenant, je m'éclate comme un fou. J'ai pas envie d'arrêter. J'adore ce jeu. Si vous aimez les jeux de stratégie, les jeux de gestion, c'est une tuerie. Est-ce que tu as fait la gare de Malonello? Non, il y a que des grandes villes. Il y a pas toutes les villes. Il y a même pas Rouen. Tu vois, tu passes de Caen à Paris. Nicolas Meyer. Il n'y a pas le Havre. C'était dans le chat. Voilà quelques images. Tu peux, une fois que tu as fini ta voie entre deux villes, tu peux te mettre dans la locomotive et voir toute c'est classe. Les environnements sont plutôt jolis. Ça, c'est T'as les villes. Si tu zoomes, t'as ça. Oui, t'as les villes qui se développent au fur et à mesure, puisqu'on commence en 1800. Je sais pas jusqu'où ça s'arrête, j'ai pas vu. Mais voilà, j'imagine que tout se développe. Je sais pas si on a les guerres ou pas, mais vraiment c'est une très très bonne surprise. J'adore. Et bien donc, je pense qu'on peut passer à Emmanuel pour changer un petit peu des news. Ensuite, après. Oui, moi je vais pas vous parler des news. Alors je vais parler de films très connus. Et je les ai pris
Je les ai pris là. En fait, je vais parler de Mad Max 1. On arrive, on met les lumières. Vous mettez les lumières. Pourquoi vous en avez tout le temps que c'est moi qui parle? C'est vrai. Parce que quand toi tu parles... Non mais vas-y, parle. Hein. Donc oui, donc, devant toi. Mad Max 1, 2 et... 2, c'est celui-là. Et le 3 qui est ici. Je me suis fait une rétrospective parce que il y a quelques mois, je les ai trouvés sur le bon coin pas cher et j'ai dit bah tiens, j'ai envie de les revoir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais jamais vu Mad Max 1. Mad Max 2, c'est un de mes doudous d'enfance. Et Mad Max 3, qui est celui de devant, c'est un film que j'aimais pas trop étant enfant. Ça, c'est la base du... Rest in peace. Rest in peace. Oui, tout à fait, Tina Turner, toujours dans nos cœurs. C'est vrai, je colle à l'actualité. Qu'est-ce que vous racontez, vous, bande de nazes? Et donc, du coup, j'aime les Mad Max. Bien, voici quelqu'un de bien. Donc, du coup, comment dire? Donc, le Mad Max numéro 1, c'est un film post-apocalyptique, mais qui se passe vraiment en cours d'apo. Ouais, ça vient d'être fait, quoi. La société existe toujours, il y a toujours un semblant de particulier, morale. d'ailleurs. C'est un film qui est daté. On va pas se mentir, il est daté, il est un peu kitschouille. Mais il a lancé la mode quoi, des films post-apo, hein, parce que franchement sans Mad Max c'est un fer de lance de ce milieu-là. Je trouve que le 2 pour ça est encore plus représentatif. Oui, parce à que là, partir du 2, on est sur de la... Donc je vais revenir quand même, ce sont 3 films réalisés par George Miller, donc c'est des films australiens qui ont été réalisés respectivement en 79, 81 et 85. Voilà. Je suis l'année de ma naissance, c'était le numéro 3 qui est sorti. Donc le premier, comme je disais, plutôt sur la transition monde d'avant, monde d'après. Le deuxième, on est clairement dans l'apocalypse. Hein. De toute façon, c'est pas dur, il n'y a plus rien de debout. C'est que du désert. C'est de la route et du désert. Donc il n'y a pas de verre, il n'y a pas de... Enfin, il y a de la route, des bagnoles et du désert. Et des tarés partout. Et le 3, on est dans le même mood, sauf que là, on va se fixer sur un domaine un peu plus petit, sur une ville qui a poussé dans le désert, tenue par Tina Turner. Et donc ça dans une première partie, puis Max, suite à des pérégrinations, va aller rencontrer d'autres personnages un peu plus loin pour un passage que je trouve extrêmement kitsch, je n'aime pas du tout. Donc au final, ces 3 films sont des monuments du cinéma, ils sont au moins connus, même si on les a pas forcément vus. Moi je trouve que le premier, quand je t'ai dit que j'avais lancé ma rétrospective Mad Max, tu m'avais dit celui-là il est particulier, je te rejoins totalement, il est particulier, mais je trouve qu'il a un charme, années 70 sans doute, le côté un peu, on sent qu'il a été fait avec des moyens qui sont sans doute restreints. On a un Mel Gibson qui a du talent, enfin qui a du charisme comme il en aura jamais plus, je pense, parce que là vraiment moi je le trouve très charismatique avec ce côté un peu dark, tout ça. Il y a le frère de Jérôme qui dit le côté daté permet peut-être une meilleure authenticité. Tout à fait, c'est possible. Puis dedans, il y a la fameuse Interceptor, le véhicule. Oui, je ne touche pas à ce truc-là. Donc moi, j'ai bien aimé le premier. Le 2, on est vraiment dans un monde particulier, comme on disait. La ressource numéro 1, c'est l'essence. C'est vraiment le truc qui permet. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les gens... L'eau, mais on en parle moins, du coup. Mais effectivement, l'eau, on se doute dans un monde désertique que ça a son importance. Mais eux, ils se battent pour l'essence. Alors, c'est marrant, ils passent leur vie à rouler pour récupérer de l'essence. Donc ce qu'ils font, qu'ils utilisent l'essence pour récupérer de l'essence. Donc là, je trouvais que c'était incohérent, mais en même temps, c'est la fin du monde, donc quelque part, la cohérence. Et, en fait, ça reprend un peu, parce que du coup, là, tu dis que du coup, il y a pénurie d'essence et d'eau. Ça reprend un peu, en fait, l'histoire du Mad Max Fury Road, en fait, le dernier qui est sorti. En fait, c'est toujours la même Fury histoire, Road, hein. c'est une suite. C'est une suite sans en être une parce que... C'est la question que je vais te poser après. Ouais, du coup, c'en est une sans en être une parce que c'est toujours le même Max, sauf que c'est pas le même acteur forcément, mais en plus de ça, c'est pas le même background, mais c'est toujours Max en fait, c'est un truc assez particulier. Fury Road, je l'ai pas revu, mais donc du coup, je vais pas pouvoir trop en parler. J'en pense pas du bien pour l'instant, en tout cas, mais je pense qu'il vaut vraiment le coup qu'il soit revu parce que je pense que je suis passé à côté de pas mal de choses. Oui, Toi, tu l'aimes bien, je crois. En fait, j'ai découvert Mad Max en ayant vu Fury Road. Ouais. Je connaissais pas du coup la trilogie, du coup la quadrologie. Oui. Quadrologie du coup. Et je pense que les personnes de mon époque connaissent Mad Max grâce à Fury Road. Parce que sinon, je suis pas sûre que
que enfin, à part, oui, si t'adores le cinéma, le vieux cinéma, tout ça. Oui, je pense que... Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert parce que Fury Road est arrivé. Ouais, c'est ça. Bah, après, en plus, je trouve que le premier, on pourrait presque le mettre dans la catégorie. Alors, pas nanar du tout, parce qu'on sent qu'il y a des moyens, il y a des vrais. Mais c'est un film un peu presque par rapport à son côté. Enfin, presque série B, en fait, finalement, par rapport à comment il est fait. Pas. Moi, j'ai eu plus de mal avec le premier. Ouais. Alors que. Donc le numéro 2, lui, il est très action. En plus, il y a un petit côté un peu. SM avec les personnages, notamment les méchants qui sont en cuir et en latex et torse nu et bodybuildé avec un masque, etc. Moi le 2 c'est clairement mon préféré parce que quand j'étais gosse c'était mon préféré, c'était le seul que j'avais d'ailleurs, et même maintenant je trouve que c'est celui qui est le plus fluide, qui est le plus tu te lances dans l'histoire et tu la déroules comme si tu étais sur une route et que tu allais à 180 quoi. C'est vraiment bien fait pour ça. Et ouais, c'est une référence à la route. J'ai trouvé que ça. T'as vu les messages? Non, je le regarde pas. J'essaye de faire une chronique. C'est l'essence giratoire puisqu'il tourne pour en avoir. Je sais de pas l'essence. C'est de l'essence giratoire. Ah oui, c'est le même humour que moi. Oui, non mais elle est bien. En fait, c'est juste qu'il faut la comprendre. Je suis désolé. Et il y a Julien qui fait j'adore Fury Road. J'ai vu les 3 premiers. Bonjour Julien. Et j'adore tellement Fury Road. Et oui, du coup, salut Julien parce que du coup, j'ai pas pu répondre tout à l'heure. Et il y a François qui répond. Oui, c'est François, c'est ça. Hein. Mad Max, je suis allée voir quand même la sortie au cinéma à cette époque-là. Et bien, ça faisait son effet. Les premiers, du coup. Ouais, je pense ouais, c'est ça. Oui. Bah, j'imagine qu'à l'époque, ça devait être quelque chose, effectivement, hein, parce que les mondes post-apo. Puis je pense qu'on n'a pas tous à portée de main un désert pour pouvoir filmer un film. Donc, de base, tu te ramènes, tu découvres un peu quelque chose, même s'il y a de la verdure. Dans le premier, il y a de la verdure, il y a. Les femmes ne sont pas que des objets sexuels, ce qui donne un peu l'impression du 2, hormis dans le microcosme. Et quant au 3e épisode, donc comme je disais, ça se passe, il se passe plus dans une ville. Alors, les 3 se suivent directement. Il y a un petit laps de temps entre chaque. Le 1 et le 2 se suivent directement, et d'ailleurs moi le début du 1, moi je croyais que c'était... parce que Mad Max 2 s'appelle pas Mad Max 2, il s'appelle Mad Max le défi. Quand j'étais gamin, je parle d'une époque pré-internet et tout ça, si il n'y a pas écrit 2 devant, tu sais pas qu'il y a un 1 avant. Et donc du coup il raconte le 1 en fait en résumé, et du coup ça m'a fait bizarre de voir le résumé du 1 en 1h20, ils sont assez courts ces films je crois. Je vais regarder sans toucher au truc, mais... Bonne chance. Ouais, 89 minutes, 1h30. Donc du coup, et donc le 3, Max arrive dans une ville où Tina Turner, en tant que plus ou moins mairesse de la ville, a réussi à créer un espèce de système de valeurs avec, comment dirais, du troc, de l'échange, une forme de police. Qui n'est pas vraiment de la police puisque ça se passe sous un dôme où les gens se battent pour dire qui a raison, qui a tort. De justice, merci, c'est ça. Et donc du coup, Max est missionné par Tina Turner parce que à l'intérieur, la société revient vite, hein, donc du coup la politique se prend la tête. Et donc du coup, il y a celui qui contrôle, celle qui contrôle la ville haute, donc Tina Turner, et celui qui contrôle la ville basse, qui produit l'énergie. Qui permet de faire l'énergie de la ville, et donc ce sont les deux personnes influentes de la ville, et ils sont forcément en conflit l'un avec l'autre. Et donc Tina Turner engage Max pour qu'il se débarrasse du patron de la ville basse. Ça se passe pas bien, il est expulsé de la ville, et là il va rencontrer une autre peuplade et se lance un bout de scénario que moi j'ai trouvé hyper cucu. Voilà, le 3, la fin me saoule. Toute la partie sur le dôme, dans la ville du Dôme du Tonnerre, et quand il arrive dans l'autre ville avec... il y a un côté, ça devient Peter Pan, Hook, je sais pas, il y a un côté... Moi j'ai bien aimé. Moi en tout cas ça a pas pris chez moi, mais bon, ça n'en fait pas un mauvais film, c'est juste que je pense que celui-là est différent. En fait, c'est ça qui est fort dans cette trilogie, c'est que les 3 sont différents, et que chacun pourra en trouver un qui sera son doudou, même si la majorité est trop dans son 2. Mais du coup, si tu vois le 3e, t'es obligé d'avoir vu les 2 premiers. Non, parce que malgré le fait que... Il faut savoir que les autres existent, tu sais qu'il y a un background sur Max. Qui sert à rien dans le cas de... Et autant il est utile dans le 1, dans le 2 par rapport au 1, mais c'est répété en fait. Oui, autant dans le 3 en fait, l'histoire de sa femme et tout ça. Ça va être ton cœur, tu vois, ça va être ton ressenti en fait. Parce que tu le suis depuis longtemps. Ouais. Donc tu vas être un peu plus touché, mais... Oui, parce que Max n'est pas un héros
facile à aimer, Mm. en fait. Ça, c'est un truc, c'est pas non C'est plus un vrai. anti-héros, Non, mais c'est un homme, c'est un homme. comme Wyatt Earp. C'est un vrai homme. Ok. Mais du coup, toi par exemple, Avec t'as ses- vu le 2 avant d'avoir vu le Oui. 1. Ça t'a pas gêné de voir que le 2 sans Non, avoir vu avant comme je disais tout à l'heure, en fait, Moi j'avais vu le 2 sans avoir vu le 1. l'intégralité du 1 est résumée en 2 minutes au début du 2. D'accord, Et ok. ça passe, en fait, tu te dis pas, ah bah j'ai manqué un film. Tu te dis, bon bah il décide de raconter le background de ce qui se passe dans Ok. le 2. Parce que dans le 2, t'arrives, t'es dans le désert. Ok, ça C'est marche. donc on se dit, bah ça peut être intéressant de nous dire qu'est-ce qu'on fout dans le désert alors que. Ok, ça marche. Donc c'est pour ça Moi je qu'effectivement. suis quasiment sûr que le 2 et le 3 tu vas adorer. Ça se trouve le 3 sera ton préféré. Peut-être. Ok. Et je pense que t'aimeras pas le 1. Je vais peut-être. d'abord finir les deux films. De toute façon, en fait, il y a que le 1 où j'ai le DVD qui est dedans. Il fait pas de bruit, c'est bon. Les autres, je les ai prêtés à Manu et il les a en ce moment. Donc, Oui, non, mais J'ai que les boîtes. je vais déjà finir vos DVD, enfin regarder vos DVD et ensuite après lire le manga. aussi. C'est bon? C'est bon pour moi. Eh bien, je crois que c'est à moi. Je partage l'écran. Et le micro. Merci de m'avoir écouté. Pas trop près, pas trop près. Tu vois, tu vas tuer les gens. Excusez-moi pour vos oreilles. Alors moi du coup j'ai vu plein de trucs qui se ressemblent et enfin du coup plein de trucs différents. Le premier film que j'ai vu c'est Buzz l'éclair. J'avais beaucoup d'attentes sur ce dessin animé parce que bah du coup toute la quadrologie du coup pareil de Toy Story. J'ai été un peu déçue par le film. Donc en gros l'histoire c'est donc déjà il y a une petite prémisse au début de film qui indique que le film que nous on va voir c'est le film que Andy dans Toy Story a vu et qui lui a fait aimer Buzz l'éclair, d'où le fait en fait que ses parents lui achètent, enfin sa maman lui achète le Buzz l'éclair. Donc en gros le film raconte une équipe d'astronautes, de cosmonautes, je sais pas trop comment dire, qui vont dans l'espace pour découvrir une nouvelle planète, sauf qu'en fait le voyage se passe très mal, enfin ils arrivent sur l'autre planète et en fait ils se rendent compte que la planète est habitée par une espèce de plante vivante un peu bizarre qui se développe et qui détruit leur vaisseau, donc du coup ils peuvent plus partir. Et toute l'histoire est là-dessus, donc Buzz l'éclair il s'en veut carrément parce que c'est lui qui a eu l'idée. Donc il s'en veut de ouf en fait d'avoir dit bah on fait ce voyage et donc il essaye de réparer le vaisseau. Après plusieurs années à avoir réparé le vaisseau, il va faire en fait il teste le vaisseau pour voir s'il peut fonctionner. Sauf que le problème c'est que lui il part 4 minutes, mais pour les autres qui restent sur la planète ça fait 4 ans. D'accord. Et en fait à chaque fois qu'il reproduit le processus, donc Interstellar. c'est un peu ça. Et du coup, en fait, le problème, c'est que bah, lui, il vieillit pas. Mais du coup, ses amis, ils vieillissent. Et bah, à la fin, en fait, il meurt, du coup. Enfin bref, toute l'histoire est là-dessus, avec le petit chat qui est un petit robot qui est trop mignon. Ultra intelligent, qui a une voix qui ne va pas du tout avec son corps, mais il est vraiment trop mignon. Mais par contre, j'ai été déçue sur le fait où, pour moi, je m'attendais à un dessin animé pour enfants. Un peu comme les Toy Story finalement. Je pense que là pour regarder ça faut être un peu plus mature. Je pense que par exemple ton fils tu ne peux pas, enfin tu peux lui montrer, mais je suis pas sûre qu'il soit autant subjugué que par les Toy Story. Tu dois avoir un peu plus de réflexion, comprendre le pourquoi du comment. Je pense que c'est vraiment un film pour un pré-ado. Ouais. Du coup, c'est incohérent avec le fait que c'est censé être le film qui a fait aimer. C'est ça. Et donc je l'ai. J'avais pas envie de le voir et du coup tu m'as donné envie. Oui, c'est vrai, moi ça m'a donné envie aussi. Et l'histoire est top, franchement j'ai adoré l'histoire. Ce qui m'a déçu c'est le fait que j'attendais ce côté très enfantin qui n'est pas dedans. Ouais. Mais sinon Comme c'est... toi avec En avant où t'attendais le côté fantasy. C'est ça. Mais sinon, franchement... bah, par contre le problème c'est que lui du coup il est sur MyCanal pour l'instant. Ah. Il est sur Canal+, bah, c'est comme ça que j'ai pu le voir. Parce que c'est un film qui est de 2022 donc du coup il est quand même assez récent. Et du coup il faut que je le regarde même s'il n'a pas fait l'unanimité. Du coup je pense que c'est pour ça j'ai pas trop regardé pourquoi il avait pas fait l'unanimité, mais je pense que c'est pour ce côté pas très enfantin. Pas très enfantin. Sympa le look, design, style, dessin. Ouais, franchement, Ouais, même les graphismes, bah du coup comme dit François, franchement franchement il est ultra top niveau graphisme, il est top, mais voilà. Il y a quelque chose qui te. Ouais, c'est ça. Oui, tu peux changer. Ensuite, j'ai regardé God's Favorite Idiot avec mon bel accent anglais. Il est bien ton accent anglais. Oh, c'est parce que là, je fais un effort. Bah oui, mais voilà.
Donc série Netflix qui est sortie en 2022. Qui est donc produit et en même temps donc l'acteur donc le monsieur que vous voyez c'est Ben Falcon et du coup à côté c'est Melissa McCarthy donc c'est le mari et la femme pour info. Donc l'histoire c'est que ce monsieur se réveille un matin donc j'ai plus son nom Clark voilà c'est ça Clark se réveille un matin et Dieu l'a choisi pour qui pourquoi on sait pas il l'a choisi pour défendre un petit peu, enfin pour que comment dire, qu'il aide les gens à s'aimer, enfin voilà, à rendre le monde meilleur, on va dire. Sauf que donc ça se passe dans son, en fait ça se passe où donc elle c'est une collègue de travail. Et en fait ça se passe en fait avec ses collègues où du coup ses collègues vont l'aider à faire ce qu'il faut sauf que lui à chaque fois c'est oui non mais je suis nul mais je suis machin après au bout d'un moment tu vas avoir une histoire d'amour l'histoire est sympa mais franchement pas ouf quoi. Enfin c'est voilà le film enfin série du dimanche si on veut faire un truc à côté c'est plutôt pas mal mais bah voilà là c'est tous les collègues de bureau qui les aident mais franchement enfin j'en parle parce que du coup j'ai trouvé drôle mais enfin pas forcément obligé de regarder quoi. Et du coup, ah oui, il faut attendre l'année prochaine pour le voir sur Disney+, du coup. Ouais, du coup, je pense que c'est l'année prochaine que Buzz l'éclair, ça va sortir sur Disney. Je sais pas encore, j'ai pas regardé. Mais c'est bon, du coup, tu peux switcher. Ensuite, Thunder Force. C'est la même actrice. Ça, je l'ai vu. Donc en gros, donc j'ai vu la série. Après, ça m'a proposé ça parce qu'il y avait la même actrice. Je me suis dit, bon, c'est dimanche, vas-y, on y va. Donc le film en gros c'est deux personnages qui sont de base meilleurs amis qui se sont rencontrés au collège je crois sauf que bah du coup avec le temps et avec les histoires du coup elles se parlaient plus en fait elles ont perdu contact donc la Black c'est une personne qui a perdu ses parents et ses parents en fait étaient donc j'ai plus le terme ils étaient enfin bref, c'était des chercheurs, en fait, ils cherchaient, parce que donc dans leur monde, les méchants ont les super pouvoirs. La soirée de l'obviosité, c'était des chercheurs qui cherchaient. Non mais en fait, du coup, dans leur monde, en fait, c'est les méchants qui ont les super pouvoirs, et les gentils, en fait, ils font que de subir. Et du coup, les parents de la Black faisaient des recherches pour que du coup, les personnes gentilles puissent avoir des super pouvoirs. Et elle, en fait, ça n'avait qu'une seule quête en tête, c'est de faire comme enfin, de continuer la recherche de ses parents. Ce qu'elle a réussi. Et en fait, t'as la rouquine qui arrive, qui met les deux pieds dans le plat, elle s'assoit dans un truc et hop, elle s'injecte les super pouvoirs ni vu ni connu. Donc c'était pas forcément le but. Et en fait, l'histoire découle que les deux ont des super pouvoirs, ça marche ultra bien. Et voilà, en gros, le scénario. Donc pareil, film du dimanche, pas forcément le meilleur film du monde, mais si Moi, on... j'ai pas aimé du tout. Mais j'accroche pas du tout avec l'humour de la fille de gauche. De Melissa McCarthy. J'ai regardé plusieurs films et à chaque fois c'est... Moi j'aime beaucoup son humour, je trouve un peu décalé, un peu vaseux. Moi j'aime bien son humour, mais je trouve que c'est ce que je dis. J'ai l'impression que tous ces films c'est des films du dimanche où tu veux faire le ménage, tu guides 5 minutes pour aller aux toilettes, tu t'en fous, c'est pas grave, t'as pas loupé grand chose. Mais ouais, non Je suis infoutu de quitter un film sans mettre pause. Ah ouais. Ah ouais, même si je l'ai déjà vu. Ça dépend des films. Par exemple, ce film-là, oui, je pense que. Je suis la troisième voie, c'est que je pars sans mettre pause et je m'en veux tellement que je remets en arrière en revenant. Donc je perds un temps fou. La fiche ne me donne pas envie de le voir. Oui, bon c'est normal. C'est juste parce que je me suis dit, oh tiens, c'est la même actrice. Hein, mais sinon, c'était. Je pense que sinon, j'aurais même pas regardé. Donc, et le dernier. Non, c'est pas le dernier. Après, donc, je suis partie sur 2 séries. Donc, des séries TF1. La première, c'est Les Combattantes. En gros, c'est l'histoire de ces 4 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, faut savoir. Début de la deuxième. J'ai fait mes recherches et j'ai tout noté. Oui, non, donc c'est l'histoire de 4 femmes qui vont essayer de faire le nécessaire pour avoir une vie meilleure sans leur conjoint. Donc la rousse Audrey Fleurot, c'est une prostituée qui retrouve son fils qu'elle a abandonné parce qu'elle l'a eu trop jeune. Est-ce qu'elle est HPI Est-ce qu'elle n'est pas HPI dans la série? Non.
Et du coup, donc son fils est à l'armée et elle va faire le nécessaire pour pas qu'il meure et pour qu'il soit toujours près d'elle. C'est encore elle qui a le plus de charisme des 4. Moi j'aime bien, c'est Julie de Bona. C'est non, c'est pas la bourgeoise, c'est La bonne sœur. la bonne sœur, ouais. Ouais, la bonne sœur. La bourgeoise, ça va moins un ton. Sophia Saidi. Je trouve qu'elle est bonne dans son rôle. Donc Julie de Bona, du coup, c'est une bonne sœur. Julie de Bona, du coup, dans l'histoire, c'est une bonne sœur qui accueille les accidentés de la guerre et qui va faire en sorte de pouvoir les aider, les sauver. Ensuite, on a Sophia Saidi, c'est la brune qui, elle, est une femme bourgeoise. Son mari part à la guerre et du coup, elle récupère l'entreprise de son mari. Sauf que le problème, c'est qu'il y a son beau-frère qui arrive et qui va faire tout pour la faire chier. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Et ensuite, il y a Camilou, qui est la blonde tout à droite, qui, elle, en fait, c'est une infirmière qui a des problèmes avec la police et elle va se rendre au couvent, du coup, de la bonne sœur et qui va l'aider, vu qu'elle est infirmière, à sauver les accidentés, du coup, de la guerre. L'histoire tourne autour de ça. Donc, au début, je pensais que c'était inspiré de faits réels. Pas du tout, c'est une histoire qui est totalement inventée, mais qui aurait pu arriver, finalement. Je crois qu'il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre quand même, mais l'histoire de ces nanas, C'est pas vraiment à l'endroit où C'est ça. se passe. Il y a pas eu, c'est ça. Mais c'est pas grave. Et par exemple, Sophia Saidi, donc la bobo, la bourgeoise, elle va mettre en place des ambulances pour aller récupérer du coup les accidentés et les faire venir beaucoup plus rapidement au couvent pour qu'ils puissent être au minimum sauvés, réparés, on va dire, j'ai plus le temps. Soignés, merci. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est principalement la fin, où tu as un petit texte à la fin qui te dit que malgré le fait que ce soit pas réel, et on pense quand même à toutes ces femmes qui ont donné, c'est ça, qui ont donné pour la guerre et qui du coup en fait on les a même pas remerciées. Il n'y a jamais rien qui a été fait pour elles. Et je trouve que c'est une belle cause et que c'est beau. Et l'histoire, je l'ai trouvée plutôt sympathique. Moi, j'ai vraiment aimé. Je trouve. La blonde m'a énervé tout du long. Mais. C'est pas son meilleur jeu. J'ai vraiment adoré. C'est pas son meilleur jeu, je l'avoue, mais je trouve que l'histoire des 4, en plus, elle s'entremêle parce que finalement, tu te rends compte que elles se connaissent ou au bout d'un moment, elles vont avoir un lien ensemble. Enfin, à la fin, les 4 sont réunis pour les ambulances, en fait. Et je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Et du coup, après, je finis par le bazar de la charité. Moi, je suis diagnostiquée HPI ou HPE, l'un des deux, mais en vrai. Sinon, vous regardez, analysez mon curé chez les... Et j'ai pas le... Nudiste. Ok, c'est un vieux navet. Il est très bien, ce film. Moi, j'aime bien les navets. Je connais pas. Et du coup, il y a Julien qui dit Audrey Fleurot cœur. Je suis d'accord que Audrey Fleurot... Oui, il semblerait que tu l'aimes bien, oui. Elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là-bas. Elle fait beaucoup de séries TF1. Elle est beaucoup appelée pour les séries TF1. Donc le bazar de la charité. J'ai beaucoup aimé le bazar de la charité. Je trouve que en plus c'est inspiré de faits réels. Donc franchement au top. C'est une série qui du coup relate les faits du 4 mai 1897 à Paris. En fait le bazar de la charité c'est un bâtiment où tu as beaucoup de personnes riches en fait qui se réunissent pour vendre vendre en fait ce qui leur servent pas, pardon, j'ai du mal à parler, pour donner aux bonnes œuvres, on va dire. Sauf qu'en fait ce bâtiment va prendre feu parce que tout est fait en bois et vu qu'ils ont implanté un cinéma dedans, les pellicules vont prendre feu et du coup en fait tout va prendre feu, sachant que dedans j'ai noté Même les autres actrices, et même Julie de Bona, Camilou. Oui, il y a les trois, il y a juste pas Sophia Saidi. D'accord. Oui c'est ça, j'ai noté sur la totalité. Les avait loués pour le week-end. Peut-être. La totalité, donc dans les faits réels, il y a eu 125 morts, et dans les 125 morts, il y a 118 femmes qui sont mortes. D'accord. Moi j'ai trouvé ça ouf, que c'était les trois quarts, ce soit des femmes qui sont mortes. Enfin, en même temps, du coup, c'était principalement les femmes qui allaient là-bas. Et donc l'histoire, c'est donc pareil, donc c'est Audrey Fleurot, Camilou et Julie de Bona. Pareil, les trois sont reliés. Donc de base, Julie de Bona, c'est la servante de Camilou, qui est une bourgeoise.
Elles arrivent à s'en sortir, sauf que Julie de Bona, en fait, elle s'en sort vraiment miraculeusement parce que quelqu'un va la chercher au dernier moment. Et en fait, c'est une mère qui a perdu sa fille qui dit bon bah toi tu ressembles à ma fille parce que t'as à peu près les mêmes yeux. Du coup bah tu viens chez moi. On dit rien, t'inquiète, pour l'instant t'es endormie, on s'en fout et tu seras ma fille. Et du coup ça parle de ça et du coup Audrey Fleurot c'est normalement elle aurait dû être dedans mais vu qu'elle a un amant et que son mari elle sait pas du coup en fait elle se fait passer pour morte auprès de son mari. Et toute l'histoire tourne autour de ça donc ça c'est Donc, quand au bazar de la charité, c'est que le début. oui c'est ça en fait vraiment c'est comme c'est ça. J'ai vu ça et j'ai arrêté après. Mais pas parce que c'était pas bien, c'est il y a des moments où tu passes à autre chose. Et ouais, en fait, le premier épisode, parce que du coup, c'est pareil, c'est en 8 épisodes, à peu près comme les combattantes, c'est à peu près 8 épisodes de 45 minutes, à peu près. Et le bazar de la charité, le premier épisode, c'est le fait que le bazar de la charité prenne feu, et après, t'as toute l'histoire qui découle des 3 personnages. Et moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et donc là, c'est Julie de Bona avec, techniquement, son mari. Oui. Sauf que, du coup, au bout d'un moment, elle va perdre son mari vu que elle est plus le personnage Oui. mais elle est la fille d'une riche parce que la dame est riche donc forcément elle fait ce qu'elle veut et après en fait on apprend que cette femme là en fait elle est malade et du coup comme ça lui permet que Julie de Bona récupère son petit-fils comme ça il se retrouve pas orphelin et du coup elle récupérera la fortune de cette dame là donc je trouve que finalement dans un geste pas top finalement je trouve que c'est une bonne fin quand même. Donc voilà un petit peu les news pour moi.